Bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence qui a pour origine une tribune parue dans le quotidien du soir Le Monde le 31 mars 2021, tribune intitulée Le Covid-19 met en évidence la nécessité d'un nouveau traité international sur la préparation et la riposte aux pandémies. La particularité de cette tribune, c'est qu'elle est signée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que par 24 chefs d'État et de gouvernement de pays du Nord ou de pays du Sud, et notamment pour les pays du Nord, par le président de la République française Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre britannique Boris Johnson, ainsi que par le président du Conseil européen Charles Michel. Et dans cette tribune, les signataires appellent à mettre en place, je cite, une structure plus solide pour le secteur de la santé internationale afin de protéger les prochaines générations. Les signataires appellent également à l'élaboration d'un nouveau traité dont le point d'ancrage serait la constitution de l'OMS. Il fait référence au règlement sanitaire international de l'OMS en tant que point de départ pour améliorer les choses, je cite encore. L'objectif du traité serait de faire intervenir l'ensemble des pouvoirs publics et de la société, améliorer le système d'alerte, mettre en commun des informations, améliorer la recherche, la production et la distribution de médicaments et de vaccins. Et sans rentrer plus dans les détails, je cite simplement que un instrument de cet ordre devrait conduire à une plus grande responsabilisation mutuelle et un partage des responsabilités et favoriser la transparence et la coopération au sein du système international et à l'égard de ses règles et de ses normes. Fin de citation. Alors sur le fond, vous l'avez compris, cela demeure très, très flou, voire assez creux, mais il y a là en tout cas une vraie impulsion politique en vue d'un nouvel instrument juridique en matière de pandémie. Et d'ailleurs, cette tribune relaie une proposition qui avait déjà été faite par le président du Conseil européen début de décembre 2020. Alors, avec la secrétaire générale, Carla Baker-Chiss, une fois que nous avons pris connaissance de cette tribune, il nous a semblé qu'il y avait la matière à une conférence de la branche française de l'Association de droit international, car notre association a précisément pour mandat de développer le droit international en proposant de nouvelles normes. Et qui plus est, l'Association de droit international a établi un comité international sur le droit de la santé mondiale qui travaille donc sur des questions très, très proches. Bref, la tribune rencontre notre mandat associatif et il nous a semblé qu'il fallait saisir l'opportunité, même si tout le monde est un petit peu fatigué d'entendre parler de Covid-19, de pandémie, etc. Mais bon, ça valait le coup quand même de saisir cette opportunité. Alors pour ce faire, il nous a paru nécessaire tout d'abord d'éclairer la position de la France en la matière, puisque la tribune est signée par le président de la République française. Et donc, nous avons contacté la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères. Et son directeur, M. François Labrune, que je remercie, nous a dirigé vers la personne en charge de ce dossier dans son portefeuille, M. Emmanuel Bourdoncle, docteur en droit, qui est consultant à la sous-direction du droit international public. Et comme deuxième intervenante en l'occurrence, nous avons fait appel à notre meilleur spécialiste de la lutte juridique contre les pandémies, en la personne de Madame Hélène de Potter, qui est maître de conférence à l'Université Bourgogne-Franche-Comté et qui est membre du comité international de l'Association de droit international sur le droit de la santé mondiale. Donc je n'en dis pas plus et je laisse immédiatement et pour commencer la parole à Monsieur Emmanuel Bourdoncle, non sans avoir dès à présent chaleureusement remercié nos deux intervenants pour le temps qu'ils nous accordent. Monsieur Bourdoncle, vous avez la parole. Alors, vous avez noté qu'en effet, il y a un certain flou sur le fond de ce traité, il y a un certain nombre d'incertitudes qui vont être, à mon avis, levées dans les prochaines semaines, compte tenu des échéances internationales qui arrivent très rapidement, sur ce que pourra être ce traité, sur savoir si ça va être une réussite ou pas. Mais en tout cas,
la simple annonce et la simple initiative est révélatrice d'un certain nombre d'éléments intéressants pour les internationalistes. Et c'est là-dessus que je voudrais faire quelques commentaires dans un second temps. Alors, tout d'abord, sur cette question de la genèse de cette initiative que vous rappeliez, apparue suite à une tribune dans Le Monde et puis dans d'autres quotidiens à la fin mars. La pandémie de Covid-19 a mis dès le départ un peu les internationalistes, et notamment les spécialistes de l'OMS ou du système de sécurité sanitaire international, a mis en avant certaines faiblesses. Et la première question qu'on a pu se poser, c'était savoir si les faiblesses venaient des États, de la mise en œuvre de ce système de sécurité ou du système lui-même. En particulier, la pandémie a mis en évidence d'une part, une préparation insuffisante des pays aux menaces sanitaires qui sont articulées autour du règlement sanitaire international, autour d'un triptyque détection, alerte, réponse, etc. Et on a vu là qu'il y avait un certain nombre de pays qui n'avaient pas le niveau de préparation suffisante. La deuxième faiblesse qu'on a pu voir également au moment du déclenchement de l'épidémie de la Covid-19, c'était la capacité limitée de l'OMS à vérifier un certain nombre d'informations transmises par les États parties, transmission d'informations qui sont prévues par le règlement sanitaire international, par lequel les États ont une obligation de notification à l'OMS de toute menace sanitaire. Et là, on a pu s'interroger en janvier-février 2020 sur les éventuelles limites ou ratés du système prévu par le règlement sanitaire international. Troisième limite, celle d'un système d'alerte du RSI qui est un système d'alerte binaire, c'est-à-dire que soit on constate la présence ou l'absence d'une urgence de santé publique de portée internationale, mais on a vu au moment de la fin du mois de janvier, lorsque le comité placé auprès du directeur de l'OMS chargé de déclarer cette urgence de santé publique, on a bien vu qu'il y avait une difficulté à intégrer du coup cette logique binaire et donc en parallèle, en contrepoint, la nécessité peut-être d'un niveau de gradation un peu plus fin de ces niveaux d'alerte. Quatrième limite, l'importance des intérêts économiques, géopolitiques. Alors, c'est non pas, je ne dis pas dans une alternative où d'un côté il y aurait les aspects positifs que seraient, enfin les points positifs que seraient les questions de santé publique, et puis de l'autre côté les points négatifs qui seraient la primauté des intérêts économiques, géopolitiques, mais plutôt le fait que forcément le fonctionnement du système de sécurité sanitaire internationale était tributaire d'un contexte géopolitique plus général et également des priorités d'autres organisations internationales. Et dans ce contexte géopolitique général, il faut aussi prendre en compte non seulement les intérêts divergents, concurrents d'un certain nombre d'États, mais également ceux d'un certain nombre d'organisations internationales intégrées également au système onusien comme l'OMS. Je pense par exemple à l'OACI ou à l'OMI, et dont les intérêts divergents ont pu être mis en lumière et qui ont qui ont révélé plutôt la nécessité de réfléchir à une meilleure intégration des différentes organisations onusiennes qui pouvaient être concernées par ces pandémies mondiales. Enfin, dernière limite, l'absence initiale et la difficile mise en place d'un mécanisme multilatéral pour organiser l'accès des pays à revenus faibles et intermédiaires aux produits de santé. Et là, on a vu un certain nombre de rivalités entre institutions, mais également entre États, aux dépens finalement de la santé publique. Et c'est quelque chose dont on voit que actuellement, et là je pense par exemple aux annonces qui ont été faites par le président américain aujourd'hui concernant l'accès au vaccin, que c'est quelque chose qui, un an après, commence à être un peu plus intégré et pris en compte, mais qui au départ de l'épidémie n'apparaissait que très difficilement, ou en tout cas n'apparaissait pas d'une façon coordonnée par l'OMS. Et c'est peut-être là un souci, enfin en tout cas un point d'attention à avoir en tête, que cette participation de l'OMS à cette question de l'accès aux produits de santé pour tous les pays. Du coup, en conséquence, dès mars-avril de l'année dernière, un certain nombre d'États, dont la France, ont poussé à la mise en place d'initiatives directes pour renforcer cette architecture multilatérale de santé. Et
la France l'a fait dans un souci, avec d'autres États, dans un souci de renforcement du multilatéralisme. Et là aussi, c'est une idée qui va traverser un peu ces diverses initiatives, c'est que la question de la réponse à apporter à travers cet éventuel traité contre les pandémies ou à travers d'autres initiatives s'inscrit dans une volonté de renforcement du multilatéralisme, ou en tout cas de prise en compte que le multilatéralisme est le biais nécessaire pour le renforcement de ce système multilatéral, cette architecture multilatérale de santé. Et donc, les priorités qui ont été, encore une fois, celles de la France, mais celles d'autres pays aussi, ça a été de conforter le rôle de l'OMS, dont on a vu combien il avait été affaibli dans les premiers temps de l'épidémie, mais qui reste quand même la seule organisation universelle en matière de santé. Et finalement, pour résumer de façon un peu triviale, en dehors de l'OMS, point de salut pour la sécurité sanitaire internationale. Par ailleurs, ce qu'on a vu aussi, c'est la nécessité d'une coordination internationale en matière de riposte contre les épidémies. Et donc, du coup, dès lors qu'on souhaitait renforcer cette coordination internationale, l'OMS était quelque part un acteur incontournable et il y avait là matière à pousser encore plus au renforcement du rôle de l'OMS. La deuxième priorité qui a été identifiée, encore une fois par la France, mais par d'autres, c'est la question de l'amélioration de la mise en œuvre du règlement sanitaire international, qui reste aujourd'hui encore le seul outil juridiquement contraignant. Et cette amélioration de la mise en œuvre du règlement sanitaire international autour de deux biais. D'une part, la question de cette gradation des niveaux d'alerte dont on a vu les limites au premier temps de la pandémie. Et ensuite, la question de l'accroissement de la capacité de l'OMS à vérifier la bonne mise en œuvre et surtout les informations transmises par les États et la bonne mise en œuvre par ces États des mesures préventives. Et donc, voilà en quelque sorte quels étaient les deux grands axes de réflexion qui ont présidé à ces débuts d'une initiative internationale. L'initiative que l'on voit aujourd'hui, elle remonte finalement à l'Assemblée mondiale de la santé de 2020 et à l'adoption de la résolution sur la Covid-19, donc la résolution 73 de l'Assemblée mondiale de la santé, qui prévoyait notamment à son point 9.10, voilà, de lancer au plus tôt en consultation avec les États membres un processus d'évaluation impartiale, indépendante et complète par étapes, y compris en utilisant les mécanismes existants, et qui visera à réviser l'efficacité des mécanismes dont dispose l'OMS, le fonctionnement du RSI, la contribution de l'OMS aux efforts à l'échelle des Nations Unies, les mesures prises par l'OMS face à la pandémie de Covid-19 et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les capacités mondiales de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies. Et donc, c'est l'adoption de cette résolution. Et si vous vous reportez aux pays qui ont soutenu l'adoption de cette résolution, vous verrez qu'on retrouve globalement les mêmes pays qui aujourd'hui soutiennent le traité sur les pandémies. Et donc, cette adoption de la résolution en partie présentée par l'Union européenne et adoptée le 19 mai 2020 lors de la 73e session de l'Assemblée mondiale de la santé a notamment donné mandat à l'OMS d'enquêter sur l'origine du virus, y compris à travers une mission de terrain qui a été largement médiatisée en janvier-février en Chine. Et outre cette mission d'enquête, la résolution a aussi lancé un processus d'évaluation indépendante de la réponse à la crise sanitaire et ça a donné lieu à la création d'un groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie, le GIPR, chargé de cette évaluation, groupe coprésidé par Helen Clark, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, et Helen Johnson-Sirleaf, ancienne présidente du Libéria. Et d'ailleurs, le travail de ce groupe qui a porté bien sûr sur l'évaluation de la réponse de l'OMS, mais aussi sur l'analyse des améliorations. Le rapport est paru la semaine dernière, mercredi dernier, un rapport de 86 pages qui dresse un certain nombre de constats sur la façon dont a été organisée, enfin de la façon dont l'OMS a répondu à l'épidémie, et qui dresse aussi une vingtaine de pages de recommandations. Et parmi celles-ci, on retrouve ces priorités identifiées
de renforcement des capacités des pays, de conforter le rôle de l'OMS, etc. Et donc, je vous invite à consulter ce rapport qui doit être disponible sur le site de l'OMS. Et du coup, c'est dans cet environnement général qu'effectivement, comme vous le rappelez, le président du Conseil européen a proposé le 3 décembre 2020 la mise en place d'un traité international contre les pandémies dans le cadre de l'OMS, avec comme objectif pour ce traité la question de la surveillance des risques, la question du financement et de d'une coordination renforcée de la recherche, la révision du système d'alerte et de partage des informations du RSI, l'amélioration de l'accès aux soins, et puis la résilience des systèmes de santé avec un renforcement de la coopération internationale et notamment de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Donc voilà un peu quelle était la genèse. Alors, aujourd'hui, on le voit, et pour donner peut-être à ceux qui nous écoutent les dernières actualités, l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne et un ensemble d'États hors Union européenne travaillent actuellement à la possibilité d'une résolution qui sera adoptée lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui débute dans une dizaine de jours, à une résolution qui permettrait de mettre en place un groupe de négociation international chargé de préparer et de rédiger ce traité, donc, dont le mandat serait donc défini par l'OMS, qui par la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé, qui interviendrait, qui travaillerait dans le cadre de l'OMS et dont les premiers résultats pourraient être communiqués aux États membres lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé en 2022. Donc l'idée, c'est d'avancer à la fois dans le cadre de l'OMS, mais à travers un processus intergouvernemental et d'avancer de façon rapide. Alors, c'est un projet de résolution qui n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés, bien sûr, et je pense que Hélène reviendra sur le fond sur certaines de ces difficultés, et puis je pourrais bien sûr répondre à diverses questions sur le devenir de cette initiative. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on peut noter d'ores et déjà, c'est peut-être deux aspects intéressants sur ce que révèle cette initiative. La première, c'est la volonté de préserver la place de l'OMS au sein de cette architecture multilatérale de santé et finalement, quelque part, de rechercher un multilatéralisme renouvelé. On a beaucoup vu et beaucoup lu ces dernières années de choses sur les faiblesses du multilatéralisme, sur la désertion des États-Unis du système multilatéral, sur l'entrisme d'autres puissances dans le système multilatéral, sur les questions de l'avenir du multilatéralisme. Et on voit finalement que face à une telle situation, ce multilatéralisme est incontournable. Et la question, c'est finalement un peu comment réinsuffler de nouvelles initiatives à l'intérieur de ce multilatéralisme, comment s'en servir aux évolutions du contexte international. Et donc, du coup, l'adoption finalement de la résolution l'année dernière sur la préparation aux urgences sanitaires, sur la mise en œuvre du règlement sanitaire international, rappelle finalement la nécessité pour les États parties au règlement sanitaire international de pleinement l'appliquer et de continuer à développer leur capacité de préparation, de détection, d'évaluation des menaces sanitaires avec l'appui de l'OMS. Et donc, du coup, ce projet de traité s'inscrit déjà dans ce cadre posé par la résolution de l'année dernière, qui finalement a permis de conforter le rôle central de l'OMS. Et cela se note par exemple d'une façon assez triviale, mais c'est le directeur général de l'OMS qui va être chargé officiellement de faire des propositions sur le système d'alerte sanitaire internationale lors de la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la santé, travail qui avait été anticipé lors du Conseil exécutif de l'OMS de janvier 2021. De la même façon, parallèlement, c'est le directeur général de l'OMS qui, en novembre 2020, a annoncé la mise en place d'un mécanisme de revue par les pairs des capacités de préparation des pays aux urgences sanitaires, qui a là aussi vocation à améliorer et à accroître la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Et à ce titre, par exemple, l'Allemagne et la France, qui sont parmi les États européens les plus allants sur cette question, font partie de la phase pilote de ce mécanisme de révision par les pairs,
afin de souligner finalement leur volonté de mobilisation en vue du renforcement du système de sécurité sanitaire internationale. Le deuxième point que révèle ce traité, enfin cette proposition, cette initiative de traité, c'est son intégration dans un ensemble d'initiatives plus larges. Et il faut bien voir que ce traité sur les pandémies intervient au milieu de toute une série d'initiatives que j'ai évoquées très rapidement, mais qui finalement annoncent peut-être l'avènement d'un droit sanitaire mondial. Et là, je laisserai là encore Hélène peut-être nous dire ce qu'elle en pense. Mais, et à ce titre, il y a deux aspects que je voudrais signaler en lien avec le traité. C'est d'une part la question du vaccin. C'est l'un des aspects qui aurait vocation à être traité par un tel traité. L'idée du vaccin comme bien public mondial, en lien avec l'initiative ACT, donc Access to COVID Tools Accelerator, qui a été mise en place là encore par la France, l'Allemagne et l'Union européenne à partir de mai 2020, en lien avec l'OMS. Cette initiative qui réunit les grands acteurs de la santé mondiale à travers la recherche, le développement, la production et la mise à disposition de tests, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et de soutien au système de santé. Et l'idée, c'est de permettre dès 2021 le déploiement d'1 milliard de doses de vaccins dans les pays du Sud, donc dès cette année. Et c'est là-dedans que finalement on voit que les annonces de Joe Biden sur ce sujet aujourd'hui finalement s'inscrivent aussi dans cette volonté d'améliorer l'accès aux soins et en particulier aux vaccins. On voit parallèlement d'ailleurs aussi que l'initiative ACT a également contribué à positionner l'OMS au centre de cette réponse multilatérale. Et finalement, l'OMS a servi en l'espèce un peu de cadre de coordination entre les différents acteurs de santé mondiale. Le deuxième sous-point finalement en lien avec ce traité, c'est le concept une seule santé, qui est un concept qui se développe là aussi parmi les spécialistes de santé publique depuis plusieurs années. L'idée qu'il existe des liens étroits entre santé humaine, animale et environnementale. Et c'était peut-être là une des limites contre lesquelles déjà la révision du RSI en 2005 avait entendu combattre de ne limitant plus le règlement sanitaire international à certaines maladies, mais en l'élargissant le plus possible. Mais finalement, cette crise de la COVID-19 a souligné les liens étroits entre les santé humaines, animales, mais aussi environnementales. Et donc, du coup, cette initiative du traité contre les pandémies est aussi à mettre en lien avec la formation, la prochaine formation d'un conseil d'experts, une seule santé, qui serait chargé au sein de l'OMS de rassembler, de diffuser des informations scientifiques sur ces questions, mais aussi de réfléchir à la façon dont les différentes organisations internationales possiblement concernées par la question, je citais tout à l'heure l'OACI, on peut citer aussi la FAO par exemple, pourraient travailler conjointement. Et finalement, le renforcement de l'OMS n'est qu'une première étape d'un renforcement plus large du multilatéralisme qui serait nécessaire sur les questions. Pour conclure et laisser la parole ensuite à Hélène, je remarque à titre tout à fait personnel qu'il est intéressant de voir que, contrairement au règlement sanitaire international, le projet de traité, d'un point de vue de la forme juridique, s'inspire des conventions cadres préparées dans le cadre de l'OMS. Aujourd'hui, il existe une convention cadre sur le tabac, dans le cadre préparé par l'OMS. Et donc, moi, je m'interroge à titre tout à fait personnel sur cette évolution où, au début des années 2000, on était passé par un règlement sanitaire international et aujourd'hui, on envisage un traité. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un réinvestissement des États dans le système multilatéral, peut-être d'un affaiblissement de ce mouvement de réglementarisation du droit international au profit d'un retour peut-être un peu plus classique à un système de traités interétatiques clarifiant les droits et obligations des États, mais finalement intégrés dans un multilatéralisme renouvelé. Voilà un peu ce que je pouvais dire et je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour cette première communication qui appelle déjà, j'imagine, beaucoup de questions. On va d'abord
entendre Hélène de Potter, qui d'ailleurs pourra peut-être se saisir de certains points. Je pense notamment à la question du règlement sanitaire international auquel le traité se substituerait ou que le traité compléterait, mais je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Hélène de Potter. Hélène. Je te remercie, Franck, pour ton invitation à cette discussion avec Emmanuel Bourdoncle sur le traité sur les pandémies. Point d'interrogation, parce qu'on peut s'interroger sur l'aboutissement de cette initiative. Je voudrais rapidement revenir sur la chronologie avec un petit commentaire à chaque fois. C'est vrai que c'est une initiative du président du Conseil européen, Charles Michel, et c'est intéressant, je trouve, de constater qu'il a utilisé la première personne du singulier, je propose, ce qui suggère les débuts d'une forme de personnalisation de l'Union européenne, ce qui est intéressante à mes yeux. Par la suite, le directeur général de la santé lui-même a accepté cette proposition. Alors, certaines mauvaises langues font tout de même remarquer que ça lui donne un bon argument de campagne pour sa réélection à la tête de l'organisation. Quelques mois plus tard, c'est la fameuse tribune dont vous avez eu connaissance. Alors sur cette tribune, Franck, tu as dit qu'elle était soutenue assez largement. Cependant, je serais un petit peu plus mitigée. On voit que c'est essentiellement une initiative européenne, certes partagée avec quelques États d'Afrique, quelques États d'Amérique du Sud et quelques États d'Asie, mais on relève pour l'heure que cette tribune n'a pas reçu le soutien officiel des États-Unis, de la Chine, de la Russie, du Brésil ou encore du Japon. Alors, comme Emmanuel l'a indiqué, actuellement, il y a quelques pays dont j'ai mis la liste qui sont en train de préparer un projet de résolution dans l'espoir de créer un organe intergouvernemental qui va pouvoir discuter de ce futur traité. Et nous en sommes là. Alors, la première question que je voudrais vous soumettre est la suivante. Faut-il un traité sur les pandémies ? A-t-on besoin d'un nouveau traité? Pour commencer, en a-t-on besoin? Eh bien, certains, comme des responsables du CICR, disent clairement non. De l'autre côté du spectre, on a ceux qui disent oui, et notamment le groupe indépendant dont Emmanuel Bourdoncle a parlé à quelques reprises dans sa présentation. Ce groupe indépendant a rendu son rapport le 12 mai, et dans ce rapport, il est expressément indiqué qu'il faudrait adopter une convention cadre sur les pandémies dans les 6 prochains mois. Et puis, entre ces deux positions, on a les positions un petit peu plus, ouvertes, mais un peu interloquées, comme le comité consultatif indépendant de surveillance. C'est un comité qui surveille la mise en œuvre du programme de l'OMS sur les situations d'urgence. Et dans son rapport rendu sous la cote A74/16, ce comité s'est contenté de prendre note de l'appel lancé pour un nouveau traité international. Vous voyez qu'il se garde bien de dire qu'un nouveau traité serait nécessaire. Alors pour ma part, je pense d'un côté qu'il est extrêmement regrettable que des instruments juridiques internationaux qui existent déjà, comme le règlement sanitaire international, ne soient pas correctement mis en œuvre. Et il me semble que la priorité est à une mise en œuvre du règlement sanitaire international. Ceci étant dit, d'un autre côté, le fait que le règlement sanitaire international doit faire l'objet d'améliorations dans sa mise en œuvre n'empêche pas en parallèle d'essayer de réfléchir à des améliorations du droit sanitaire international. Et certaines de ces améliorations auxquelles on pourrait penser, si on souhaite les formaliser dans un texte juridique, eh bien, ces améliorations ne pourront pas être négociées via la procédure d'amendement du règlement sanitaire international. Pourquoi? Eh bien, j'y viens. Le règlement sanitaire international a été adopté sur le fondement de l'article 21A de la Constitution de l'OMS que je vous ai reproduit, et vous voyez qu'il est rédigé en des termes extrêmement restrictifs. Les règlements sanitaires peuvent concerner
telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure. Vous voyez les termes choisis, une mesure sanitaire ou une procédure sont assez restrictifs et tel qu'il existe déjà, c'est-à-dire tel qu'il est issu de la dernière refonte de 2005, le règlement sanitaire international repousse déjà au maximum les limites de ce cadre assez étroit de l'article 21A. Donc, si on voulait aller encore plus loin dans un certain nombre de domaines, on devrait nécessairement sortir du cadre de l'article 21A. Et c'est certainement pourquoi les auteurs de la tribune souhaitent passer par une convention qui renvoie à l'article 19 de la Constitution de l'OMS. Et là, vous voyez que les termes sont complètement différents, puisqu'à la différence de l'article 21 sur les règlements, l'article 19 sur les conventions ou accords permet à l'Assemblée de la Santé d'adopter des conventions ou accords sur toute question entrant dans la compétence de l'organisation, ce qui est beaucoup plus ouvert que l'article 21. Alors évidemment, il y a une contrepartie à cela. Cette contrepartie se trouve dans les conditions d'entrée en vigueur des textes, puisque alors que les règlements de l'article 21 entrent en vigueur automatiquement pour tous les États membres, c'est l'article 22, et c'est la fameuse procédure de l'opting out, alors donc que les règlements de l'article 21 entrent en vigueur de façon automatique, sauf volonté contraire de l'État, les conventions ou accords, en vertu de l'article 19, n'entrent en vigueur, bien évidemment, qu'au regard de chaque État membre, que lorsque ce dernier les a acceptés conformément à ses règles constitutionnelles. Donc le risque qu'on voit survenir avec ce projet de traité sur les pandémies, c'est que les conditions d'entrée en vigueur, qui sont beaucoup plus exigeantes que pour les règlements, ne soient pas satisfaites et que malheureusement, à supposer même qu'il soit adopté, ce traité ne soit pas ratifié de façon universelle. Et c'est sans compter le fait que par le passé, il y a eu des projets de convention qui ont été lancés sur la base de l'article 19 et qui n'ont jamais abouti. Et notamment, il y a eu plusieurs projets de convention sur la recherche-développement, sur le financement de la recherche-développement. Et ces projets n'ont jamais abouti. Or, on voit que le financement de la recherche-développement, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet du futur traité sur les pandémies. Et le fait que ces projets n'aient jamais abouti par le passé est quand même de mauvais augure pour la suite. Donc la question qui vient juste après est celle de savoir s'il est réaliste d'envisager un futur traité sur les pandémies. Est-ce réaliste? Alors, actuellement, il me semble difficile d'évaluer les chances de succès. D'abord, on peut se demander si ce qui ne s'est pas fait spontanément pendant la pandémie de Covid-19 se fera parce que c'est écrit dans un traité. Et ensuite, on ne sait pas encore bien, me semble-t-il, si la pandémie de Covid-19 a rapproché les États qui auraient pris conscience de leur solidarité factuelle face à ce genre de menaces, ou bien si au contraire, elle aurait creusé les divisions entre États. Autrement dit, dans la perspective de négociations futures, on ne sait pas, en tout cas je ne sais pas, et j'ai du mal à évaluer, si la pandémie actuelle favorisera le consensus parce que les États auraient pris conscience qu'il faut se mettre d'accord, ou si au contraire, les positions seront d'autant plus difficiles à rapprocher que la pandémie actuelle aura creusé les divisions entre États. Il y a, me semble-t-il, des signaux dans les deux sens. Reste que pour l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, États-Unis, Brésil, Chine, Russie, Japon n'ont pas, à ma connaissance, manifesté la volonté de soutenir cette initiative. Et dans un projet de résolution qui circule actuellement, dont la dernière version du texte accessible date du 20 avril 2021, vous pouvez voir qu'alors que le Chili propose d'établir sur la base de l'article 19 un organe intergouvernemental pour négocier le futur traité, les États-Unis ont ajouté la petite mention
Voilà, autrement dit, ils veulent la suppression de ce paragraphe. À supposer même que le principe d'un nouveau traité soit accepté par le plus grand nombre, le risque qui vient juste après, c'est que si ce traité contient des stipulations trop ambitieuses, trop clivantes, il ne sera pas ratifié. Et pour illustrer ça, j'ai sélectionné l'un des paragraphes de ce projet de résolution où vous voyez en vert que les États-Unis et l'Australie souhaitent utiliser le mot enquête, donc souhaitent qu'une enquête soit possible sur des événements de santé publique, alors qu'en jaune, la Chine, la Russie et la Syrie réclament la suppression du mot enquête et son remplacement par le mot évaluation. Alors, ça me permet d'en venir au contenu de ce futur traité. Comme l'a reconnu Emmanuel Bourdoncle, il y a encore du flou sur le contenu. La tribune donne quelques pistes, mais elle est peu précise. Donc, comme l'a fait Emmanuel, je vous renvoie à un certain nombre de rapports qui sont parus ces jours-ci en vue de la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la santé. J'ai mis les références, les cotes et les sources, donc vous pouvez aller voir ces documents. Mon but, ce n'est pas de synthétiser ces rapports, ce n'est même pas de les présenter. Je vous y renvoie. Et pour ma part, je vais en venir à la tribune et à des extraits de la tribune que j'ai sélectionnés parce qu'ils me paraissent particulièrement importants et je voudrais y réagir. Alors, le premier extrait de la tribune qui m'a intéressée est le suivant. Un tel traité se fonderait sur les actuels instruments mondiaux de la santé, en particulier le règlement sanitaire international, qui nous servirait de point de départ pour améliorer les choses. Donc, clairement, cela sous-entend qu'il ne s'agit pas de remplacer le règlement sanitaire international et on ne peut que s'en féliciter. Le RSI est vu comme un point de départ pour améliorer les choses. Alors, la première chose à améliorer, selon moi, et je l'ai déjà un peu laissé entendre tout à l'heure, c'est la mise en œuvre du règlement sanitaire lui-même. La première chose à faire, c'est que les États se mettent en conformité avec les obligations imposées par le règlement sanitaire international. Et d'ailleurs, cela est soutenu aussi par le Comité consultatif indépendant de surveillance. Au paragraphe 22, dans son rapport A74/16, il dit qu'un tel traité devrait aider les États membres à se conformer aux dispositions du RSI. Tout de suite, vous voyez le lien est fait entre le futur traité et un instrument qui existe déjà, ce qui est un peu curieux. Pourquoi est-ce fondamental de commencer par là, de commencer par une meilleure mise en œuvre du règlement sanitaire international? C'est parce que ce texte contient un ensemble d'obligations assez techniques que les États doivent mettre en œuvre pour assurer la surveillance, la détection, la notification et le partage des informations sur tous les événements sanitaires qui surviennent sur leur territoire et où qu'ils surviennent. C'est particulièrement important puisque les États sont dans une situation d'interdépendance face à la circulation des pathogènes et il est donc indispensable qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la surveillance sanitaire mondiale. C'est d'autant plus intéressant d'investir dans ce règlement sanitaire international qu'il ne s'applique pas seulement aux événements biologiques naturels, mais il s'applique également aux événements biologiques accidentels, comme un accident de laboratoire. Il s'applique également aux événements biologiques volontaires, comme une attaque biologique, mais il s'applique aussi aux événements chimiques et radiologiques. Et donc, ça me paraît utile et intéressant d'investir à fond ce texte. Et c'est d'autant plus intéressant que ce texte jouit déjà du statut d'instrument universel. Ce texte est déjà universel et il est par ailleurs obligatoire. Il est obligatoire et universel grâce à la fameuse procédure de l'opting out. Il lie 196 États. Alors, pour que ces obligations fondamentales dont j'ai parlé, détecter, surveiller, notifier et partager les informations, soient parfaitement mises en œuvre, il n'est pas certain qu'il faille adopter un nouveau traité. Et il n'est même pas certain qu'il faille amender le règlement sanitaire international. Selon moi,
La mise en œuvre du règlement sanitaire international passera par 3 choses. Le renforcement du soutien technique offert par le secrétariat de l'OMS aux États, une meilleure assistance financière fournie aux États pour être en mesure de se mettre à niveau par rapport aux obligations du RSI, et enfin, la promotion et le renforcement de ce qu'on appelle le cadre de suivi et d'évaluation. Alors, le cadre de suivi et d'évaluation, c'est un document qui a été élaboré par le secrétariat de l'OMS en coopération avec des experts et les États membres, et qui contient un ensemble de dispositifs très concrets pour assurer le suivi de la mise en œuvre du règlement. Par exemple, outre les fameux rapports annuels que les États doivent faire, il est prévu des évaluations externes, des exercices de simulation ou encore des examens a posteriori qu'on appelle aussi les revues après action, faire un bilan de comment s'est passée l'intervention, voir ce qui a échoué, voir ce qui a marché, etc. Le recours à ces dispositifs devrait, je pense, être généralisé. Et depuis la pandémie, comme l'a mentionné Emmanuel Bourdoncle, un projet d'examen périodique universel de l'état de préparation aux pandémies a été mis sur pied et est en train d'être élaboré par l'OMS, un peu sur le modèle de ce qui existe au sein du Conseil des droits de l'homme. Et ça viendrait compléter ce cadre de suivi. Et vous voyez que c'est quelque chose qui a été élaboré en dehors de tout traité. Ça s'est fait assez spontanément, la création de cet examen périodique universel. Ça montre que beaucoup de choses à l'OMS peuvent être réalisées en dehors de tout traité. Toujours sur cet extrait particulièrement intéressant, j'aimerais souligner le fait qu'il faudrait également songer à renforcer la capacité de l'OMS à évaluer les risques. En effet, vous voyez à l'article 2 du règlement sanitaire international qu'il faut conduire une action de santé publique limitée aux risques. Mais encore faut-il pouvoir évaluer le risque. Et une évaluation correcte des risques suppose une parfaite transparence de la part des États concernés, ce qu'on peut difficilement garantir malheureusement, mais on peut également s'appuyer sur la recherche scientifique. On peut essayer d'améliorer la recherche scientifique. Et comme le préconise la Tribune d'ailleurs, on pourrait sans doute consolider la recherche scientifique et la coopération internationale en cette matière en prévoyant un meilleur partage des connaissances pour mieux évaluer les risques liés aux maladies émergentes et réémergentes. Et à ce sujet précisément, le 5 mai 2021, l'OMS et l'Allemagne ont annoncé la création de ce qu'ils appellent le Global Hub, qui serait une institution de recherche établie sur le modèle du CERN, le Centre européen sur la recherche nucléaire. Un Global Hub qui permettrait l'accueil de chercheurs, le partage de connaissances, dans le but de faire des évaluations des risques plus poussées. Et l'annonce de ce Global Hub par communiqué de presse le 5 mai 2021 fait un peu l'effet d'un fait accompli. Vous voyez, il n'y a pas eu de décision de l'Assemblée mondiale de la santé, ce qui là encore montre que beaucoup de choses à l'OMS peuvent être faites en dehors de tout nouveau traité et en dehors de toute révision du règlement sanitaire international. Alors, je reviens au risque. Si le risque ne peut pas rapidement et parfaitement être évalué, soit parce que l'État ne fait pas preuve de transparence, soit parce qu'on manque de connaissances scientifiques face à un pathogène nouveau, peut-être qu'il serait bon, dans ces cas-là, que l'OMS intègre dans son logiciel une approche de précaution. Et l'un des domaines où l'approche de précaution aurait vocation à être appliquée, c'est celui des échanges internationaux, notamment des voyages, et celui aussi du commerce lorsque la maladie est liée aux animaux. Alors, j'en viens à cette approche de précaution. Vous voyez à l'article 2 du règlement sanitaire international qu'il faut éviter de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Alors, éviter des entraves inutiles, tout le monde est d'accord, hein. Le problème, c'est qu'aux yeux de l'OMS, la pratique montre que toutes les entraves semblent toujours inutiles. J'ai passé en revue les différentes recommandations et c'est vrai que c'est une constante. Et ça s'est confirmé pendant la pandémie de Covid-19. Vous voyez là, j'ai fait une synthèse rapide de toutes les recommandations de l'OMS
produite entre le 5 et le 21 janvier 2020, c'est-à-dire dans les 3 premières semaines de cette future pandémie. Le mot d'ordre, c'est, et c'est une constante, aucune mesure sanitaire spécifique pour les voyageurs, et on déconseille toute restriction des voyages et du commerce avec la Chine. Maintenant, on fait un saut dans le temps. Le 30 juillet 2020, le discours a complètement changé. L'OMS a changé son fusil d'épaule. La recommandation devient que la levée progressive des interruptions des voyages internationaux devrait s'appuyer sur une évaluation des risques approfondie. Vous voyez, c'est l'inverse de janvier, c'est qu'il faut faire attention avant de lever les interruptions, il faut bien réfléchir avant de lever ces interruptions des voyages. Donc, il y a un grand écart entre janvier et juillet qui suggère que l'OMS aurait vraisemblablement dû recourir à une approche de précaution en la matière. Et cette idée est soutenue et corroborée par un certain nombre de rapports et d'évaluations qui ont été conduites récemment. J'ai choisi deux extraits. Le groupe indépendant dont a parlé Emmanuel, dans son rapport de janvier 2021, a dit « Les restrictions au voyage sont efficaces ». Et puis, une étude du British Medical Journal conclut que les mesures relatives au voyage qui ont été mises en œuvre à Wuhan ont été efficaces. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir, surtout lorsque c'est un pathogène respiratoire qui est en cause, puisque ce genre de pathogène est propice à une transmission rapide. Mais évidemment, c'est un sujet qui présente des enjeux d'une importance considérable, qui porte sur la liberté de circulation, des enjeux économiques, le tourisme, aussi très important la question de la chaîne d'approvisionnement en produits essentiels. Donc évidemment, on ne fait pas une réflexion sur ça à la légère, il faudrait faire un bilan sur cette question avant de prévoir de nouvelles normes, mais ça nécessite une réflexion sérieuse. Alors, comme j'ai déjà abusé de mon temps, je vais passer directement au deuxième extrait de la tribune dont je voulais vous parler. Alors, c'est un grand extrait. La tribune préconise d'améliorer les systèmes d'alerte, la mise en commun des informations, la production et la distribution de vaccins, de médicaments et de produits de diagnostic. Et enfin, comme l'a rappelé Emmanuel Bourdoncle, la tribune préconise que le traité façonne le principe une seule santé. Alors, on ne peut que souscrire à tous ces objectifs. Je pense qu'il existe déjà un instrument international qui fait la synthèse de tout cela. Cet instrument international méconnu s'appelle, attention, le titre est long, s'appelle le cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l'échange des virus grippaux et l'accès aux vaccins et autres avantages. C'est un texte qui a été adopté en 2011 sous la cote WHA 64.5. Juridiquement, c'est une recommandation de l'Assemblée mondiale de la santé, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un instrument fascinant qui n'est pas mentionné dans la tribune. La tribune ne mentionne que le règlement sanitaire international, alors qu'il me semble que ce texte pourrait servir de base et inspirer la rédaction du futur traité. Actuellement, ce texte a un champ d'application très spécifique. Il ne concerne que les virus de la grippe, en particulier le virus de la grippe aviaire, H5N1 et H7N9, qui est une grosse préoccupation. Mais on pourrait tout à fait songer à l'élargir. Comme son nom l'indique, ce texte contient deux volets. Vous voyez l'échange des virus et l'accès aux vaccins. Deux volets complémentaires. Le volet échange signifie que cet instrument organise l'échange des pathogènes entre laboratoires de recherche au niveau mondial. Cet échange de pathogènes permet aux laboratoires d'étudier les pathogènes émergents, d'évaluer leur dangerosité et leur potentiel pandémique. Et le deuxième volet, c'est le volet accès aux vaccins et autres avantages. Alors par autres avantages, on entend les antiviraux, les tests diagnostiques. Bref, cet instrument requiert, et c'est là que c'est passionnant, requiert des industries pharmaceutiques qu'elles contribuent à faire de la notion de bien public mondial, dont on entend beaucoup parler, alors que malheureusement c'est un concept pour l'instant assez creux,
cet instrument requiert des industries pharmaceutiques de faire de cette notion de bien public mondial une réalité. Par exemple, en faisant des contributions obligatoires en argent, mais aussi en nature, et par exemple en donnant gratuitement une partie de leur production de vaccins à l'OMS. Voilà. Je pense que cet instrument pourrait servir de base à une réflexion. Là, je n'ai pas le temps de le présenter en détail, mais je le présenterai beaucoup plus en détail lors de la journée de l'IREDIES qui sera consacrée à la Covid-19 le 25 mai prochain. Mais comme mon temps est écoulé, je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre attention. Hélène, merci, merci beaucoup. Merci également à Emmanuel Bourdoncle. Vos deux communications étaient vraiment passionnantes. J'imagine qu'elles vont susciter de nombreuses questions de la part de l'auditoire. Et donc, j'ouvre immédiatement la discussion. Il nous reste environ 40 minutes, donc je ne vais pas occuper du temps à vous faire part de mes propres commentaires. La parole est à l'auditoire, donc n'hésitez pas à vous manifester soit dans la boîte de dialogue, soit en levant la main. Mais je vois que notre présidente d'honneur a levé la main. Catherine, la parole est à toi. Ça permettra aux autres de se décider, j'espère. Merci mille fois à tous les deux pour ces présentations. J'avoue que je n'avais pas suivi de manière extrêmement précise ces développements et j'ai été particulièrement confortée, mais là d'une façon générale et pas spécifiquement à la pandémie, par l'approche proposée par Hélène de Potter par rapport au droit en général. Je crois qu'il faut d'abord faire un constat de ce que nous avons avant de chercher à créer de nouvelles normes. Donc, merci à Hélène de nous le rappeler, ça me paraît essentiel. Ma question, elle a trait finalement à un manque de vision du futur. On a l'impression que la tribune nous fait regarder dans le rétroviseur et gérer quelque chose qui est arrivé. Mais ce qui est à l'avenir, c'est qu'il va falloir que nous vivions avec des virus, avec des pandémies. Et ça ne sera pas forcément des situations d'urgence. Parce que il me semble que l'avenir, enfin bon, j'ai évidemment pas de boule de cristal, mais il me semble que l'avenir, compte tenu de ce que vous avez dit, Monsieur Bourdoncle, qui est que on a enfin conscience de l'unité de l'homme, de la nature et de l'animal. Du coup, comme on continue à déforester, on continue à industrialiser, etc., ce qu'on entend dire par certains épidémiologistes, c'est très difficile à dire, c'est qu'en réalité, nous allons petit à petit faire sortir des virus qui sont dans ces réserves naturelles et que ces virus ont besoin de vivre, donc ils vont chercher des hôtes, et nous serons les hôtes. Donc voilà, est-ce qu'il y a place pour cette vision prospective de ce qui nous attend demain? Brièvement, alors, d'une part, peut-être pour rebondir sur l'observation générale concernant, et puis en lien avec l'exposé d'Hélène sur l'existence, en effet, d'un certain nombre de choses qui sont déjà présentes. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'existant et puis il y a l'initiative politique. Et l'un des mérites de ce traité, et ça montre la discussion de ce soir le monde, c'est de pousser finalement les États à se saisir de ces questions-là et à essayer de proposer quelque chose. Alors peut-être quelque chose qui existe déjà, mais leur pousser à s'en saisir. Et là-dessus, en effet, comme le soulignait Hélène, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'OMS. Mais pour autant, c'est pas pour les États ne se les approprient pas forcément. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette initiative, c'est pour essayer de faire en sorte que les États se saisissent soit de l'existant ou en tout cas donnent un nouvel élan à ce qui existe déjà. Alors après, sur cette question assez large, sur le futur, sur l'avenir, alors d'une part, ça dépend de est-ce que le traité, l'annonce de traité prendra en compte cela.
c'est difficile à dire parce qu'en effet, il y a encore un flou sur la possibilité même d'arriver à quelque chose. Néanmoins, on voit derrière toutes ces initiatives, en particulier celle du traité sur la pandémie, ce souci, ce concept d'une seule santé, le souci, et c'est ce qu'Hélène aussi a rappelé avec les questions de l'articulation avec la circulation des personnes, des marchandises, etc. Quand même une prise en compte plus générale du fait que toutes ces questions sont liées et finalement qu'on ne peut pas avancer d'un côté sans avancer sur les autres thèmes. Donc je dirais que s'il y a eu un mérite à cette pandémie, c'est de prendre conscience à la fois de la nécessité d'avoir un cadre multilatéral d'action et d'autre part de voir que les questions de santé ne se limitaient pas à une vision restrictive, restreinte de la santé médicale, mais dépasser ces questions-là. Après, est-ce que les États vont arriver à avoir une vision prospective de long terme sur tous ces enjeux? Je ne veux pas être trop pessimiste, mais je ne le pense pas, en tout cas pas forcément dans le cadre de ces initiatives. Mais je dirais qu'il y a déjà un début de prise de conscience et voilà, c'est ce qu'on peut voir derrière le traité, à la fois sur le fond et sur la forme, ce début de prise de conscience et ce souci d'avoir un cadre de compréhension globale. Hélène? Oui, merci. Alors pour ma part, j'aimerais dire que les connaissances scientifiques, on les a depuis le début, enfin, en tout cas le discours One Health sur cette interaction entre la santé de l'homme et la santé animale et plus généralement le soin qu'on porte à l'environnement ou pas, c'est quelque chose qui se développe dans le discours depuis les années 2000. Mais c'est discret, ça ne fait pas la une des journaux, effectivement, et là, ça a explosé avec la pandémie. C'est un sujet face auquel il faudrait avoir des initiatives vraiment audacieuses. Mais on sait ce qu'il faudrait faire. Il faudrait, comme vous l'avez dit, arrêter, il faudrait lutter contre la déforestation. Enfin, ça peut paraître un peu, pour certains, peut-être un peu fou et lointain, mais non, il y a des liens directs entre la déforestation et l'entrée en contact de l'homme avec des virus qui, jusqu'à présent, étaient confinés au fin fond de la forêt et n'étaient jamais entrés en contact avec l'homme. Donc, il faudrait lutter contre la déforestation, il faudrait vraiment et sérieusement lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique fait bouger les animaux qui cherchent d'autres endroits. Donc, on appelle ça la mobilité des vecteurs et la mobilité des hôtes. Donc, ces animaux qui sont vecteurs et hôtes de maladies sont amenés à migrer à cause du réchauffement climatique et sont amenés à se rapprocher des villages et des villes et donc entrent en contact plus facilement avec l'homme. Donc, il faudrait lutter contre ça. Il faudrait lutter contre les marchés d'animaux vivants également. Alors ça, c'est quelque chose de très sensible culturellement. Pour certains pays, les marchés d'animaux vivants, c'est quelque chose qui est dans les habitudes. Alors, cependant, j'aimerais souligner que l'OMS, en association avec l'AFAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a eu le courage d'émettre la recommandation qu'il fallait suspendre les marchés d'animaux vivants et c'est assez audacieux parce que ça entre en conflit direct avec des coutumes de certains pays. Mais on voit quand même que l'OMS a eu ce courage-là en association avec le PNUE et la FAO. Donc ça confirme que l'approche One Health commence à produire des fruits. Et puis, il faudrait avoir aussi plus généralement faudrait être très audacieux dans des domaines comme là, je sors un peu de l'approche One Health, hein, mais sur la question de la transparence. Alors, la transparence des États touchés par des flambées, mais aussi la transparence dans les contrats qui sont signés avec les industries pharmaceutiques, la transparence dans le versement des fonds publics aux industries pharmaceutiques pour faire de la recherche. Pour moi, c'est à ça que devrait aussi servir une convention cadre, fixer des grands principes, mais ça me paraît assez illusoire de fixer un grand principe de transparence dans une convention cadre sur un sujet aussi sensible, où il y a autant de lobbying que les industries pharmaceutiques. Donc, voilà, les risques, on les connaît, les actions, on les connaît depuis fort longtemps. Est-ce qu'on les inscrira dans un texte? J'en doute fortement. Hélène, est-ce que tu peux peut-être préciser le mécanisme de la convention cadre? On a mentionné celle
contre le tabac. Qu'est-ce que c'est par rapport à une convention normale? Je pense que ça peut être utile de le préciser vis-à-vis de l'ensemble de l'auditoire, en tout cas la manière dont ça fonctionne au sein de l'OMS. Alors, cette convention cadre, je ne l'ai pas étudiée spécialement. Alors déjà, ça confirme un peu mon propos. Cette convention cadre n'est pas universelle. C'est une convention cadre de lutte contre le tabac. Elle est ratifiée par un très grand nombre d'États, 180 et quelques, mais les États-Unis, non. L'Argentine, je crois, non. L'Indonésie, non, alors que ce sont les principaux producteurs de tabac. C'est une convention qui fonctionne selon deux axes. Réduire l'offre et réduire la demande. Donc, les États sont invités à mettre en œuvre certaines dispositions pour réduire l'offre et pour réduire la demande. Donc, par exemple, les fameux étiquetages. Pardon, ma question, ce n'est pas tant sur le contenu de la convention, mais plus sur le mécanisme. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, c'est que c'est une convention qui fixe un cadre et qui appelle finalement d'autres conventions pour le compléter. C'est bien ça? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres conventions pour compléter la convention cadre. Non, pas encore, mais peut-être à l'avenir. Enfin, je ne sais pas, c'est les termes convention cadre, comme on connaît ça en matière de changement climatique, par exemple. Donc, je veux savoir si au sein de l'OMS, c'était un peu le même mécanisme, puisque c'est quelque chose qui est envisagé finalement pour le traité sur les pandémies. Je ne sais pas, peut-être que Emmanuel a des éléments sur ce point de son côté. Non, je crois que ça renvoie juste à la distinction qu'avait très bien présentée Hélène entre les conventions de l'article 19 de la Constitution de l'OMS et les règlements de l'article 21 de cette même Constitution de l'OMS. C'est deux types d'instruments internationaux qui peuvent être adoptés par l'OMS, enfin dans le cadre de l'OMS, mais qui en effet ne renvoient pas ni au même domaine. Et Hélène rappelait que les règlements étaient limités à un domaine assez restreint défini par l'article 22 de la Constitution, alors que les conventions… En fait, on appelle ça convention cadre, mais ce n'est pas nécessairement des conventions cadres comme on a par exemple en droit international de l'environnement avec un cadre général qui est posé par des conventions qui sont ensuite, c'est un peu un abus de langage. Mais l'idée du traité contre les pandémies s'inscrirait dans cette idée en effet d'avoir un traité international type convention cadre de l'article 19 plutôt qu'un règlement de l'article 21 comme est le règlement sanitaire international. D'accord, merci. Alors, je vois que Madame El Tanouri a une question. Madame, je vous invite à allumer votre caméra et à vous présenter brièvement. C'est Isabelle El Tanouri de l'Université de Paris-Descartes. Je fais mon master de recherche en droit international et européen et je suis en parallèle inscrite en PhD in International Relations and Diplomacy. En matière de droit, je suis en train de me renforcer maintenant dans tout ce qui est en rapport avec l'énergie nucléaire et l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc, je me pose une question en rapport avec ce traité. Comment les échanges commerciaux internationaux continuent ou vont continuer si on a eu un traité sur les pandémies? Et quelles sont les difficultés, d'après vous, que les États vont faire face ou bien qu'ils ont déjà fait face ou ont vécu dans leur échange commercial durant le Covid-19? Donc, quel rapport cause à effet peut-on établir peut-être entre ce traité, s'il existerait, et les relations internationales, ou bien les relations commerciales, par rapport à mon sujet, la démocratisation, par exemple, de l'utilisation de l'énergie nucléaire, bien l'usage dual de l'énergie nucléaire. Donc, comment ça va affecter, par exemple, le marché international par rapport au transfert de cette technologie, par exemple. Je ne sais pas, c'est un peu donner la question à Hélène de Cooper, puisque Hélène a évoqué les restrictions au déplacement et au commerce. Peut-être que tu peux fournir quelques éléments de réponse, Hélène? Oui, j'avoue ne pas avoir bien compris la question. Et notamment ne pas avoir bien compris le rapport avec les usages duals et l'énergie nucléaire. En fait, la question, c'est quel effet que ce traité peut avoir sur les relations commerciales. Ça, c'est… D'accord. Alors,
L'effet, alors il peut avoir un effet peut-être restrictif d'un côté, mais aussi un effet de sauvegarde. Donc peut-être, hein, parce que tout ça, il faut parler au conditionnel, on n'en sait rien. Peut-être qu'il pourrait y avoir une prise en compte des risques posés par les animaux et les pathogènes animaux et les maladies qu'on appelle des zoonoses, qui sont des maladies transmises de l'animal à l'homme. Il pourrait y avoir une prise en compte de ce risque qui amènerait à une réglementation du commerce des animaux, tout ceci étant néanmoins prévu dans les accords de l'OMC, mais d'une façon extrêmement cadrée, extrêmement rigide. On imagine difficilement les accords de l'OMC dans un contexte d'urgence de zoonose. On voit bien là d'ailleurs que face à l'urgence, les règles de l'OMC, bon, elles ont sauté. On a interrompu les relations et ça a eu des effets sur les relations commerciales. Bon, donc le cadre fixé par l'OMC paraît pas exactement adapté à des situations d'urgence posées par les zoonoses. Donc l'intérêt d'un tel traité, ça pourrait justement être d'adapter les règles lorsqu'il y a une urgence de santé publique liée à une maladie animale. Et le deuxième volet que je voulais indiquer, c'est essayer de préserver les chaînes d'approvisionnement en produits essentiels, notamment les produits alimentaires, hors produits qui seraient réglementés parce qu'ils poseraient un problème de santé, produits alimentaires, produits évidemment sanitaires, ce qu'on appelle les contre-mesures médicales pour lutter contre la fameuse pandémie en cause. Voilà ce que je peux dire sur l'intérêt que pourrait avoir un tel traité et les normes qu'il pourrait contenir en rapport avec le commerce. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si Emmanuel souhaite réagir à son tour ou si on peut passer à une autre question. Non, très brièvement, Hélène, de toute façon, avait tout à fait résumé les problèmes que l'on avait vus concernant la mise en place de réglementations, de restrictions à déplacement de marchandises, de personnes au début de la pandémie. Et je pense surtout que l'un des intérêts de ce traité, outre les points que signalait Hélène, c'est aussi de clarifier un peu le lien entre l'OMS et d'autres organisations. Hélène citait le PNUE, la FAO, l'OACI, l'OAMI. Et il y a certainement là quelque chose, alors est-ce que ça se fera dans le cadre du traité ou dans un autre cadre, mais besoin que les organisations internationales elles-mêmes travaillent peut-être plus ensemble pour arriver à mieux prendre en compte les intérêts réciproques de chacune. Merci. Nous avons une question de Christophe Hervec. Oui, bonsoir. Je pense que je me présente rapidement. Je m'appelle Christophe Hertweg. Je suis doctorant à l'Université de la Sarre en Allemagne et à l'Université de Strasbourg en co-tutelle. J'aimerais bien vous interroger sur un contenu éventuel d'un tel traité par rapport à la libre circulation et notamment en rapport avec les vaccins. Là, en ce moment, on est en train de voir qu'au l'Union européenne, il se met en place un régime avec le pass sanitaire. C'est pas encore définitif, c'est pas encore des idées, mais on accepte que les vaccins qui sont reconnus au sein de l'Union européenne. On ignore les vaccins russes ou les vaccins chinois, par exemple, alors qu'il y a un grand nombre de personnes vaccinées avec ces vaccins et il y a au moins une certaine efficacité de ces vaccins. Donc, si jamais il y avait un tel traité, comment régler les entraves à la libre circulation des personnes vaccinées? Donc, comment régler cette question de reconnaissance mutuelle des vaccins utilisés et comment ces personnes peuvent justifier de leur vaccin au niveau international, bien évidemment. Merci. Peut-être Emmanuel pour commencer cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est censé être abordé dans le traité.
Alors, a priori, non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est pensé parce qu'on sait que les questions de passe vaccinal ou de choses comme ça renvoient à toute une série de problématiques, ne serait-ce que sur le plan juridique, assez difficiles. Même si on peut d'ailleurs observer que dans certains cas certains pays obligent les voyageurs étrangers à être vaccinés. Il y a un certain nombre de pays où, pour vous rendre, vous devez disposer d'un passeport vaccinal là, à ce stade, on a vu que dans le cadre de l'Union européenne, déjà, les discussions ont été difficiles. On voit que même dans le cadre interne France, les sujets sont difficiles. Et puis, tout simplement, comme vous le soulignez, cette question d'un éventuel pass vaccinal ne peut venir que dès lors qu'il y aurait une mise à disposition très, très large auprès de toutes les populations au niveau mondial de cette vaccination. Et là, on en est actuellement très, très loin. Donc je pense d'une part que c'est assez prématuré et d'autre part que ça pose des problèmes juridiques qui dépassent les questions de réponse aux pandémies et qui du coup fait que ça n'a pas forcément vocation à être traité. Juste un mot pour conclure, ça montre en tout cas que ces questions-là touchent à un certain nombre d'autres domaines du droit international et c'est pour ça que en la matière, et Hélène tout à l'heure disait qu'il fallait faire preuve d'ambition, de créativité, d'innovation. Mais malheureusement, on arrive assez vite à toucher aux limites de ce que pourrait être le champ d'application du droit sanitaire mondial. Parce que je pensais, par exemple, j'entendais tout à l'heure Hélène rappeler que le RSI pouvait également s'appliquer sur des questions chimiques, biologiques, d'activités humaines, industrielles, etc. Bien peu de pays aujourd'hui accepteraient d'avoir des missions de l'OMS qui viendraient vérifier un certain nombre d'installations particulièrement sensibles dans ces domaines-là, parce que ça traite des applications duales, militaires, etc., pour vérifier leur bonne mise en œuvre des obligations de prévention à titre du RSI. Donc il y a là, on voit, et là on dépasse le concept une seule santé pour arriver finalement à un seul sujet juridique, mais voilà, il faut faire attention. Et je pense que c'est déjà une des faiblesses qu'on a notées de ce projet de traité, c'est d'arriver à avoir un cadre assez clair sur quel serait son objet et quels seraient ses objectifs. Et je ne pense pas en tout cas que ça ait vocation à être traité dans ce cadre-là pour le moment. Hélène, est-ce que tu souhaites rebondir ? Rapidement, pour dire que ce que suggère monsieur est effectivement intéressant et c'est problématique. L'un des enjeux d'un tel traité, ça serait de mettre un peu d'ordre et d'éviter la pagaille. Et la pagaille, elle est aussi dans un État qui reconnaît un tel vaccin, un État qui ne reconnaît pas l'efficacité du vaccin. Donc pour éviter une telle pagaille, on pourrait imaginer une forme de centralisation. Ça pourrait être un rôle dévolu à l'OMS. D'ailleurs, là, l'OMS a un rôle pour accepter les utilisations d'urgence de vaccins et elle n'a pas encore reconnu, sauf erreur de ma part, le vaccin russe. Elle est sur le point de reconnaître l'un des 2 vaccins chinois, me semble-t-il, si ça n'a pas déjà été fait. Donc c'est un rôle qu'on pourrait consolider. Pour autant, il faut pouvoir avoir confiance en ce que va dire cet organe centralisateur. Je ne suis pas sûre qu'il faille déposséder les États de toute compétence en la matière. Je pense que c'est bien qu'un État ne soit pas lié par ce que peut dire un organe international à vocation centralisatrice, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'erreurs, d'erreurs de jugement, de conflits d'intérêts, malheureusement. Donc, je ne pense pas qu'il faille déposséder les États. On peut mettre un peu d'ordre, mais garder une petite réserve au cas où et sauvegarder la compétence nationale. Oui, et effectivement, l'OMS a quand même fait l'objet de pas mal de critiques à l'occasion de la crise du Covid-19 et récemment encore sur l'inspection qui s'est tenue en Chine et des problèmes de coopération qui se sont manifestés et le contenu du rapport aussi, si je ne me trompe pas. Sarah Cassella, notre trésorière adjointe, a une question. Merci, Monsieur le Président. Tu m'as présenté, donc je vais juste rajouter que je suis professeure de droit public à l'Université du Mans. C'est très accessoire. Voilà, je vois que c'est tout à fait accessoire. Alors, juste une question à partir de quelque chose qu'a dit Emmanuel Bourdeau, mais qui en réalité peut s'adresser un peu aux deux.
Encore un peu sur cette question de l'ambiguïté entre cette volonté affichée d'avoir une approche One Health et en même temps une fragmentation très forte quand même des régimes juridiques existants en matière environnementale, de santé, de commerce. Actuellement, il y a des négociations à l'OMC par rapport à l'accord sur les droits de propriété intellectuelle, par rapport à la demande de dérogation pour la fabrication justement des vaccins et pour les possibilités de prendre des licences obligatoires. Et en même temps, c'est vrai que le président français, à plusieurs reprises, a fait référence aux vaccins, ce n'est pas le seul d'ailleurs, en tant que bien public bien public mondial. Si j'ai bien compris, Emmanuel, tu disais que par rapport à ce projet de traité, il a rappelé aussi cette notion. Alors, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un tout petit peu plus sur la position de la France, sur l'articulation finalement entre cette éventuelle conception des vaccins comme bien public mondial dans ce traité un peu global et les négociations à l'OMC, là où l'Union européenne, pour l'instant, a une position quand même assez réservée sur ce point, même si elle a un peu embrayé le pas après les déclarations américaines récemment. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer juridiquement? Parce qu'Hélène l'a dit assez bien, c'était quand même très creux pour l'instant. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer comme changement de perspective et quelle est la position française défendue notamment à l'Union européenne? Pour ce qui peut en être dit, bien sûr. Alors oui, sur le vaccin comme BPM, enfin comme bien public mondial, on sait que c'est voilà, une annonce qui avait été faite dès le début l'année dernière par le président, cette volonté. Juridiquement, il faut bien reconnaître, et c'est vrai que du point de vue de la DG, quand on voit tout cela, on reste un peu dubitatif, mais sur le plan juridique. Parce que sur le plan juridique, ça ne correspond pas à une notion clairement identifiée qui correspondra à un régime particulier et qui serait en premier lieu applicable notamment à l'OMC. Et pour le moment, déclarer les vaccins bien public mondial, il n'y a pas de conséquences juridiques sur le plan international qui s'attacheraient particulièrement. Là encore, et c'est un peu comme dans le cas du traité contre les pandémies, c'est surtout ce que ça révèle sur l'initiative. Et là, la question, c'est bien sûr celle de l'accès et de la mise à disposition des vaccins. Et là, l'Union européenne et la France en particulier fait un certain nombre de choses pour mettre à disposition, à travers l'initiative ACT, mais également en lien avec la Commission européenne, qui, vous le savez, se charge des commandes de vaccins pour le compte des États membres de l'Union européenne, pour mettre à disposition un certain nombre d'États, en priorité africains, des vaccins. Et c'est plutôt à travers ces initiatives que se concrétise cette annonce et cette volonté, plus que sur les plans juridiques, où là, les questions sont extrêmement complexes et touchent très rapidement à des sujets très sensibles. On l'a vu récemment avec les questions sur les licences et les brevets des industries pharmaceutiques, sur lesquels la position française est nécessairement plus réservée actuellement, parce qu'il y a en effet des effets de répercussion auprès des industriels, par rapport aussi tout simplement aux droits de l'Union européenne à la matière, et plus encore en effet sur ces négociations à l'OMS. Donc là, pour le moment, il s'agit plus d'afficher une volonté politique que véritablement d'annoncer la construction d'un régime juridique spécifique. Mais il y a cette volonté dans ce projet de traité sur les pandémies, en tout cas dans la façon dont ça a été annoncé, ce qui est projeté actuellement, d'avoir un point sur les questions de vaccins et sur les questions de mise à disposition des vaccins. Alors, comment ça va se traduire? C'est malheureusement encore un peu tôt pour le dire. Merci. J'aurais moi éventuellement une question sur la place de la société civile dans les négociations d'un futur traité sur les pandémies. On sait que l'ILA, par exemple, travaille à travers son groupe de travail sur son comité international sur la santé mondiale. Il y a d'autres ONG qui se sont montées. Je crois qu'on a parmi nous M. McIntosh qui a un projet ça s'appelle le Pandemic Mitigation Project. Je ne sais pas si M. McIntosh voudra nous présenter son initiative
en la matière. Est-ce que, de manière générale, l'OMS, lorsqu'elle elle travaille sur des instruments internationaux, et peut-être que l'expérience de la Convention anti-tabac peut servir d'illustration, est-ce qu'elle discute avec la société civile? Est-ce qu'elle prend en considération les positions des sociétés savantes ou d'autres acteurs privés? Je ne sais pas si M. McIntosh voudra, après peut-être une réponse de la part d'Hélène de Cotter, prendre la parole pour nous présenter son initiative. Hélène? Alors, tout récemment, l'OMS, peut-être Emmanuel pourra confirmer, a organisé une grande réunion avec la société civile. C'est assez innovant. Je n'y ai pas participé. Je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne crois pas qu'il y ait eu encore de compte rendu. Peut-être qu'Emmanuel a plus d'informations que moi. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, dans les discussions sur le projet de résolution de l'AMS qui lancerait l'éventuelle création d'un comité intergouvernemental, s'est posé très rapidement la question de la société civile, de la participation hors État, à la fois, pas seulement société civile, d'ailleurs également sous l'angle organisation internationale, comme je le mentionnais, mais également société civile. Et la volonté, c'était d'essayer d'avoir quand même une participation assez large, en tout cas dans les projets de résolution tels qu'ils sont étudiés actuellement, c'est d'avoir aussi bien des États, des organisations internationales, mais aussi de pouvoir faire place à la société civile. Mais là encore, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? C'est encore un peu trop pour le dire. Mais en tout cas, et Hélène rappelait cette initiative, il y a une volonté quand même de l'OMS de s'appuyer, mais depuis longtemps, parce que, alors ça avait été aussi un peu pointé du doigt par certains complotistes, mais on sait que la fondation Gates, par exemple, joue un rôle au sein de l'OMS, que d'autres acteurs de la société civile travaillent avec l'OMS. Donc, l'OMS a cette habitude-là. Et là, il s'agirait, si un comité de négociation était mis en place, un comité intergouvernemental était mis en place, de faire une place à cette société civile au sein de ces discussions, ce qui, à mon avis, est forcément une bonne chose, parce que ça ne fera qu'accroître la légitimité du travail de ce comité. Bonjour, c'est M. McIntosh à l'appareil ici, et je m'excuse, mais d'abord, je suis en Californie, ensuite, je conduis, et en plus, mon français n'est pas bien chauffé. Donc, si je peux faire quelques commentaires en anglais, ça m'ira très bien. Est-ce que ça vous convient? Bien sûr, et soyez prudents. Excellent. Thank you so much. Very quickly, excellent presentation and fascinating discussion. We have started an initiative, a private initiative of lawyers and business people in Canada, Europe, and also in the US to take precedent from successful non-proliferation agreements in the area of nuclear, chemical, and biological weapons systems mitigation, and applying those principles to develop a draft paradigm or treaty that could be used to mitigate future naturally occurring pandemics. So this is quite different from what's been discussed today, where there are very creative approaches to improvements of the World Health Organization and looking at its constitution. This is something quite apart from that. And so in brief, it would be to take these successful precedents in weapons control and apply them in the area of naturally occurring pandemics to arrive at basically three components. One, obligatory notification. Two, obligatory access to pre-approved specialists. And three, a means of enforcement. So as you all know from looking at the international health regulations, enforcement is lacking. It's impossible, actually, under the constitution of the World Health Organization. So we have a team of lawyers and business people
both here in the US and in Europe and in Canada. And we would welcome dialogue with your members as to this concept. Thank you. Merci beaucoup. Je comprends qu'à certains égards, ça couvre le champ d'application du règlement sanitaire international et à d'autres égards, ça va plus loin, notamment en matière de mécanismes d'enforcement, pour parler un bon français. Je ne sais pas si Hélène ou Emmanuel veulent réagir. Alors, je dois dire que c'est effectivement une réflexion que nous avions eue au sein du ministère au début de la pandémie l'année dernière sur la question de la mise en œuvre des obligations du RSI, savoir si on pouvait s'inspirer des systèmes de vérification qui ont lieu en matière, en effet, de non-prolifération, de maîtrise des armements, etc. C'est une piste qui a été assez rapidement écartée, non pas parce qu'elle n'était pas utile ou qu'elle n'était pas, qu'elle pouvait pas aboutir, mais plus simplement parce qu'il a fallu se concentrer sur d'autres aspects. Et comme le soulignait Hélène, il y avait déjà une profusion d'initiatives, d'instruments, etc. Et que dans un premier temps, il a plutôt apparu souhaitable de partir de l'existant, d'essayer de rationaliser l'existant et d'améliorer l'existant plutôt que d'essayer de construire un régime entièrement nouveau. Mais en tout cas, en effet, c'est une réflexion intéressante d'un point de vue théorique et qui pourra peut-être donner certains résultats, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de régime de vérification d'obligations internationales, finalement, ce modèle du désarmement, de la non-prolifération, des maîtrises des armements arrive assez vite. C'est des modèles qui ont fait leurs preuves. Alors certes, dans un contexte et sur des domaines différents, mais en tout cas, oui, c'est une analogie qui est intéressante et qui est certainement à travailler et à creuser. Thank you. If I could make another comment, and I'm sorry for the background noise. So the OMS, or the WHO, has worked successfully for the last 100 years or so. Well, not WHO, that's only been since World War II. But the paradigm of international public health has rested on discretionary cooperation and participation of nation states. And it has worked quite well. So when there has been an outbreak of Ebola in West Africa, the West African state very quickly raises its hand and accepts help from OMS. COVID-19 showed that the discretionary model doesn't work, that there are political and other factors at play that could cause a country not to notify in time and not to allow access. And by taking those two steps, put at a disadvantage the rest of the global community. So we're proposing, and we have a website with the materials all prepared. We're proposing that we look at international public health in a very different way following COVID-19, similar to how we looked at international security and international economic security after World War II. We created United Nations, World Bank, the IMF, NATO, and other structures that before that were considered impossible. But after World War II, the decision was made, we need to do something quite different. So our proposal is that we rethink the basis of international public health and look at the successes we've had in areas such as the Chemical Weapons Convention, where we've been able to mitigate the threat presented by particular hazards. Thank you. Merci. J'ai indiqué le lien vers votre site internet dans la boîte de dialogue, le site qui est en français et en anglais, et vous pourrez consulter les propositions qui sont faites. Hélène, est-ce que tu souhaites réagir? Oui, tout à fait. Et sur ce point, ma position va vraiment diverger de ce qui a pu être dit. J'ai l'intuition que faire une analogie avec les systèmes
qui peuvent exister en matière nucléaire ou en matière chimique serait une très mauvaise idée, parce que ça politiserait énormément la question, ma foi, assez naturelle de la santé publique et des pathogènes. Ça la politiserait, si vous voulez, ça la montrerait en épingle et ça la rendrait vulnérable, parce que ça deviendrait un objet politique et il suffirait d'un fou furieux à la tête d'un pays, n'importe lequel, pour qu'il du coup il ait une manette pour agir sur cette question, comme on peut le voir sur les armes de destruction massive. Au contraire, je pense que ça doit rester sous le radar de cette haute politique-là. Ça doit être des questions mises en œuvre au niveau infra-politique. Ok, il faut une prise de conscience politique de l'importance de cette question, mais ensuite, il faut que ça passe sous le radar, qu'il y ait des pratiques administratives et scientifiques qui soient normalisées, la coopération entre les chercheurs, des bonnes pratiques administratives au sein des États qui suivent une bonne routine, qui fonctionnent bien. Et ça, il faut que ça soit renforcé. Mais à mon avis, rentrer dans une logique de surveillance, de contrôle, c'est rentrer dans la politisation d'une question qui ne devrait surtout pas l'être, parce que ça permettrait de couper l'interrupteur, ça permettrait à un État justement de jouer de cette question et de jouer avec cette question. Donc je pense qu'il faut renforcer la préparation aux pandémies, non pas en contrôlant et en inspectant, etc., sur le modèle qui existe pour les armes de destruction massive. Il faut être plus dans la conviction que c'est important, dans le dialogue, dans la coopération scientifique, et je pense que ça sera beaucoup plus efficace. Well, I hope you have an opportunity to review the materials. The idea is very straightforward. It's that if a country had an epidemic or pandemic event, that country would have an obligation to provide notification to other signatories as well as WHO. Currently, there's an obligation under the international health regulations, but there's no consequence for failure to do it. The second part of it would be that if that country gave notification that there is a potential pandemic event, that country would then grant access to a team selected by the Director General of WHO. That team would be able to come in to assist with mitigation, isolation, and identification of the pathogen. And the third point is that if a country were a signatory and failed to comply, other signatory states could take any number of actions in order to compel compliance. Normally in these treaties, there's no need to actually... De la rencontre, mais vous allez pouvoir continuer le dialogue par d'autres canaux. En tout cas, c'était extrêmement intéressant et merci beaucoup pour votre intervention. Il est clair que l'inspection récente en Chine a soulevé beaucoup de difficultés diplomatiques. Je ne sais pas si on peut envisager d'aller beaucoup plus loin en matière de contrôle ou d'inspection, mais bon, c'est juste une partie du débat. En tout cas, voilà, on est arrivé au terme de notre réunion. Je tiens à remercier infiniment les intervenants. C'était absolument passionnant. Je pense qu'on a tous énormément appris. Voilà, pour finir peut-être sur une note positive, c'est que les grands progrès du droit international sont souvent venus après des graves crises. Là, on vient de vivre, et on n'est pas encore sorti, mais on vient de vivre quand même une crise énorme, et j'espère que ça va développer la solidarité internationale en la matière, et que de cette crise naîtra quelque chose de positif en matière de santé mondiale. Voilà, c'était la petite touche optimiste pour finir. Bravo aux deux intervenants, merci infiniment, et puis on se retrouve donc début juillet avec un autre sujet d'actualité, les contentieux climatiques. Merci infiniment et bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci à vous et à vous.